Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1033 de One Piece, un chapitre autant incroyable que révélateur pour le personnage de Zoro. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause afin de te rendre sur Loftel à nos côtés. Je compte sur vous et sur votre acquis du liking si la vidéo vous a plu. Je vous invite à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des futures vidéos. Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu la dernière vidéo, on parle du fruit du démon originel de One Piece mangé par nul autre que Im-sama. Je tente de répondre à toutes les questions qu'on se pose avec mes théories, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre suit la finalité du précédent. On se retrouve en dehors du château avec le combat opposant Zoro à King. Enma est en train de pomper l'énergie de Zoro de son propre gré sans que celui-ci ne le veuille. King demande s'il s'agit d'une dispute entre amis et fonce directement sur lui. Zoro donne un coup direct dans son ventre, un coup malheureusement inefficace face à la calamité. S'ensuit une explosion avant qu'on ne quitte le combat pour se retrouver près du quartier des plaisirs, avec cette fois-ci Sanji contre Queen. Queen a compris que Sanji parlait avec Zoro par Dendenmushi. Queen annonce alors que King est un survivant de la tribu des Lunaria qui était censé être tous éradiqués. Comment King a-t-il pu survivre? C'est ce qu'on est en droit de se demander. Lokaban affirme que les Lunaria, que Queen appelle les monstres, pouvaient vivre dans n'importe quel environnement naturel et que dans un passé lointain, ils étaient considérés comme des dieux. Sanji demande alors comment des créatures comme elles ont pu se faire éliminer, et Queen lui répond qu'il faut questionner l'histoire. Il s'apprête à envoyer un laser sur Sanji, mais Oda n'en montre pas plus et retourne une fois de plus sur les seconds. Concernant l'extinction des Lunaria, on peut supposer que ça a un fort lien avec le siècle oublié, l'ascension des Tenryubito et la chute des anciens dieux. 100 ans d'histoire ont été effacés, ainsi le gouvernement et Im-sama ont pendant ce laps de temps tué tous les Lunaria, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient. Car si King est vivant, c'est qu'il a eu une ascendance, un ancêtre qui a survécu au massacre de ses pères et qui a pu s'enfuir vivre dans un coin reclus, caché des yeux du gouvernement mondial. De cette manière, cet ancêtre a pu avoir une descendance, et cette descendance a fini sur King qui est le seul, en tout cas de ce que l'on sait, survivant de cette espèce. Retournons au chapitre. Zoro affirme que s'il n'avait pas utilisé son acquis de l'armement, il serait mort sous l'explosion et se demande comment King peut être indemne après s'être fait exploser. Zoro attaque avec un Shishi Sanson, attaque qui n'aura aucun effet. Zoro est toujours incapable de le blesser. King s'apprête à refaire la même attaque qu'il a fait au chapitre d'avant, le Tempura Udon, une opportunité pour Oda de nous remontrer un côté clownesque de King et d'appuyer sur le gag qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Bref, Zoro ne comprend pas ce qu'il se passe. Son Shishi Sanson était une attaque plus forte que la précédente. Comment se fait-il qu'elle n'atteigne pas la calamité? D'un autre côté, Enma est toujours incontrôlable et Zoro lui demande d'arrêter. Il lui dit que ce n'est pas le bon moment pour lui qu'elle fasse cela. Zoro ne semble pas prendre l'attaque de plein fouet mais crache du sang et se fait dégager. King rit en disant que c'est une première pour un épéiste que de se faire malmener par sa propre lame. Zoro tombe avec les ruines et attrape la Sandai Kitetsu qui était en train de tomber. S'ensuit un mini flashback où Zoro parle avec Tenguyama qui lui dit que la Sandai Kitetsu est l'œuvre de sa création. Il est celui qui l'a forgée. Zoro est surpris et lui demande si c'était vrai. Ensuite, on repart bien avant dans le passé, lorsque Zoro parle avec le vendeur de Lockton, lorsque celui-ci dit que l'épée était maudite et qu'il ne peut pas la vendre car si Zoro venait à mourir, son sang coulera sur ses mains. Zoro le prend quand même, son ambition est bien trop élevée pour reculer face à une lame maudite. Le flashback se finit et le combat continue sur King qui donne un coup de pied à Zoro, lui criant qu'il a perdu la tête de risquer sa vie pour une épée. Zoro tombe et dit que le coup de King est brûlant. Il s'agit sûrement des flammes de King qui sont incorporées dans son corps. On peut penser que si King s'habille de cette manière, c'est pour cacher des parties de son corps qui restent enflammées comme son dos. Ce serait pour cette raison que sa température corporelle au niveau de ses pieds est élevée. Zoro est alors essoufflé mais rassuré que la Wado Ishimonji n'est pas tombée de l'île. Les katanas de Zoro ne sont pas de bêtes épées dont il peut se séparer comme ça sans tenter de les sauver d'une chute terrible. Le chapitre part une fois de plus dans un flashback, lorsque Zoro enfant supplie son maître de lui laisser avoir l'épée et que Koshiro accepte. On revoit la scène où Zoro fait la promesse de devenir plus fort pour lui et Kuina, assez fort que pour pouvoir faire résonner son nom jusqu'au paradis. Il deviendra le plus grand des escrimeurs au monde. On revoit ensuite Tenguyama disant à Zoro que son sabre blanc, la Wado Ishimonji, a été forgé par le même homme qui a forgé Enma, le grand forgeron Shimotsuki Kozaburo. Zoro est dans ses pensées disant qu'il n'a pas eu le temps d'y penser avant. Comment une épée de Wano s'est-elle retrouvée à East Blue? King attaque Zoro avec une sorte de multitude de lames d'air envoyées par ses ailes, comme il l'a déjà fait il y a plusieurs chapitres. Il demande alors à Zoro s'il a récupéré ces 3 lames.
Zoro bloque la rafale d'attaque, mais Enma puise encore d'un coup son énergie, l'empêchant de bien se concentrer. King fonce sur Zoro en forme animale et le fait descendre encore plus bas, traversant les roches. Zoro repense alors aux propos de Momonosuke concernant le Sunachi. Zoro dit que c'est un truc qu'il a entendu d'un vieux de son village et que lui n'a jamais prononcé ce mot. On voit Zoro toujours autant essoufflé en train de s'effondrer et on a des mini flashbacks où il repense à quelqu'un dont il ignorait le nom et qui s'asseyait toujours sur la côte. C'est seulement le jour de sa mort qu'il a appris qu'il était le grand-père de Kuina. On revoit alors le flashback de quand Tenguyama a expliqué à Zoro que Shimotsuki Kozaburo avait quitté le pays illégalement il y a plus de 50 ans. Zoro était allé au sol, toujours en train de réfléchir et d'essayer de comprendre. On part alors 13 ans en arrière sur East Blue, au village Shimotsuki. On voit plein d'enfants s'entraîner à l'escrime, et un vieux disant que le mot Sunachi est une formule magique qui te donne du courage. Zoro enfant dit alors que ce mot sonne bizarrement et qu'il s'en passera. Il demande alors au vieil homme si c'était vrai qu'il était un samouraï et que tout le monde au dojo le dit. Le vieux dit à Zoro de leur dire de se taire, sinon la marine viendra à ses trousses. Zoro lui demande pourquoi la marine viendrait pour lui, le vieux répliquant que ce n'était pas ses affaires. Pourquoi ce vieux aurait-il la marine à ses trousses et surtout pourquoi aucun nom n'est donné? On le découvrira plus tard dans le chapitre. Le flashback continue sur le vieux qui aperçoit Zoro s'entraîner seul et lui demande s'il s'ennuie au dojo. Zoro dit alors qu'il a encore perdu contre Kuina et qu'il manque de pratique. Suite à ça, le vieux lui donne alors 2 katanas. Zoro réplique qu'il n'a pas d'argent pour les acheter, mais le vieux lui répond qu'il tranche mal, donc il lui les donne vu que c'est tout ce qu'il est capable de forger maintenant. Il lui dit de les utiliser pour son entraînement, mais il ajoute qu'il ne doit pas oublier que les katanas sont faits pour tuer. Quand les forgerons les créent, ils s'assurent qu'ils peuvent prendre autant de vie que possible. Chaque sabre a sa propre personnalité et c'est à son épéiste de l'apprivoiser. Le vieux dit ensuite que le degré d'ensorcellement, donc de malédiction aux yeux du monde, est en réalité une marque de qualité. C'est un honneur pour un sabre que d'être craint au point de le considérer comme maudit. Après tout, il faut en avoir peur car ce sont des instruments de mort. Le vieux s'adresse alors à Zoro en disant qu'il a créé un chef-d'œuvre quand il était jeune et qu'il suffisait de le prendre en main pour avoir des frissons, si bien qu'il lui a attribué le nom du roi des enfers. Zoro comprend alors que le seigneur des enfers est Tenma. Pour Zoro, tout commence à avoir un sens. Il n'y a aucune coïncidence. Il se souvient des enfants du village Shimotsuki qui ont crié que le village a été fondé par des pirates et il se souvient que Shimotsuki Kozaburo a quitté le pays il y a plus de 50 ans. Zoro comprend que le vieux du village était un samouraï de Wano, qu'il était le forgeron Shimotsuki Kozaburo. Toutes les pistes de ce chapitre menaient à cette conclusion. Kozaburo dit que les grands sabres observent les hommes et qu'ils choisissent le sabreur qui leur convient. Le sabre choisit son propriétaire. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec Enma qui est en train de tester Zoro. Savoir que Mihawk maîtrise le Kokuto Yoru et qu'on en saura bien plus sur lui par après me donne des frissons. Enma teste Zoro pour savoir s'il est digne d'être son manieur. Zoro la reprend en main et dit que l'épée est dénuée de mauvaises intentions et qu'il n'est tout simplement pas assez fort. Zoro s'adresse directement à Enma en se posant la question sur Oden qui réussissait à manipuler la lame facilement alors qu'elle lui prélevait une grosse quantité de haki. Même maintenant, Oda nous fait prendre conscience de la puissance d'Oden Kozuki. Zoro n'est donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, pas au niveau d'Oden, mais en maîtrisant Enma et en power-up dans cet arc, il deviendra un digne possesseur de la lame du seigneur des enfers, Enma. Le chapitre continue sur des pirates de Kaido qui aperçoivent Zoro et King. Ils veulent aider King et décapiter Zoro pour avoir une promotion. Zoro est quant à lui relevé, se questionnant sur ce qu'il doit faire. Il ne peut apaiser Enma qu'en lâchant énormément de haki, mais ça pourrait le tuer. Il dit alors que quand bien même, c'est ainsi que cela doit être. Les soldats autour perdent tous conscience du haki des rois qui vient d'être dégagé. King lui demande alors s'il s'est mis en tête de devenir roi, tout en étant serein face à Zoro. Les lames de Zoro sont revêtues du haki des rois, tout comme Luffy, Kaido, Big Mom ou encore Yamato Luffy avec leurs poings et armes. Zoro répond à l'affirmatif à la question de King et dit qu'il a fait une promesse à son capitaine et à sa plus vieille amie. De cette manière, Zoro va libérer du haki des rois et va tenter de le maîtriser alors qu'il s'agissait d'un haki qui était resté silencieux. Suite à ça, on peut sans nul doute affirmer que Mihawk le détient également. Après tout, lui aussi avait les ambitions de devenir le meilleur épéiste et il l'est actuellement. Il n'est point abusé de dire qu'il est légitime pour Mihawk de le détenir et de savoir le revêtir. Après tout, il est celui que Zoro doit surpasser à la fin du manga. Si ce dernier le maîtrisait, alors son objectif à atteindre le maîtrise également. Ça reste à confirmer.
Si lors du chapitre Hokkaido questionnait Zoro sur son haki des rois, les chances que ce dernier ait le haki des rois étaient très élevées, atteignant les 90% de chances, après ce chapitre, il n'est plus possible d'en douter. Zoro a bel et bien le haki des rois et il va devoir le développer et le maîtriser afin de vaincre King. La question est alors de savoir si King possède également ce haki des rois, lui qui semble si serein face à un Zoro qui power-up sous ses yeux. Certes, King est plus fort que Zoro actuellement, au point où Zoro n'arrive pas à lui infliger une blessure, mais serait-il si confiant s'il ne cachait pas une botte secrète également, à savoir le haki des rois? Sinon, pour en revenir à mon avis sur le haki des rois de Zoro, eh bien même si au départ je ne souhaitais pas que Zoro ait le haki des rois, ce n'était pas centré que sur lui. Je ne souhaitais par exemple pas que Yamato ait le haki des rois non plus, ou que les seconds comme King aient le haki des rois également. J'aurais préféré que ce haki des rois soit encore plus rare que ce qu'il n'est déjà. Car oui, j'entends bien que le nombre d'utilisateurs du haki est très minime par rapport au nombre d'habitants dans le monde, mais le fait est que de nombreux personnages le dévoilent l'un à la suite de l'autre enlève ce sentiment de rareté. Maintenant, ce n'est pas pour autant que je suis déçu. Tout ne peut pas être écrit comme on le veut, sinon ce ne serait plus l'œuvre d'Oda. Zoro étant mon deuxième perso préféré, je vous avoue que mon souhait qu'il n'ait pas le haki des rois ne m'a pas empêché de profiter et de savourer de ce chapitre en le trouvant énorme. Parce qu'il est plein de power-up qui au final est un power-up de malade, bien que ce n'était pas ce que je souhaitais. Et deuxièmement, on a pu en apprendre plus sur son passé, sur Kozaburo, et ça c'est énorme. Kozaburo est le grand-père de Kuina, on le savait suite au SBS. Mais le fait qu'on ait un flashback qui nous présente la chose et l'histoire entre Zoro et Shimotsuki Kozaburo ajoute du plus à cette information. Voilà, c'était tout pour cette review. J'imagine que vous avez tous aimé le chapitre, mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si la vidéo vous a plu, je compte sur votre acquis du likement. Go les 40K! Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!